Salut les amis, bon dimanche tout le monde. Les amis, je pense que vous allez très bien. Merci de votre fidélité sur la chaîne Jules Konga Tutoriel, votre chaîne de référence pour une solution fiable à tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations sur le même projet pas complet, le bâtiment R+7-2. C'est un projet qu'on avait commencé ensemble avec vous. Nous avons calculé des débits jusqu'à ce stade ensemble avec vous. Alors, jusqu'à tel point que on avait déjà dimensionné tous les éléments de la structure. À ce jour, nous allons enchaîner la leçon qu'on avait commencé il y a quelques jours passés, justement sur la partie sismique. Quand je dis partie sismique, évidemment, puisqu'on avait vu déjà ensemble avec vous les études à faire sur le parasismique, bien sûr, d'un bâtiment, R+7-2. Alors, seulement ce qu'il faut savoir, les amis, aujourd'hui, nous allons voir encore une fois de plus des éléments très importants qui vont justement vous aider de devenir de plus en plus fort dans le calcul des structures. Alors, c'est le même projet, rien n'a changé, le même bâtiment, mais cependant, la fois passée, je vous avais montré les étapes à faire de manière à ce que le titre parasismique de ces bâtiments, bien sûr R+7-2, soit bien réalisé. Mais seulement, vous allez comprendre qu'on avait commencé d'abord avec ce qu'on appelle l'analyse modale, puisque je vous avais dit que avant de faire l'analyse sismique, ok, la répartition de projets donc est subdivisée en deux parties. La première des choses, l'ingénieur est obligé de commencer d'abord par donc ce qu'on appelle l'analyse modale, c'est-à-dire généralement c'est une analyse statique qu'on fait d'abord a priori, et après maintenant vous allez faire directement l'analyse sismique. Alors, maintenant, ce que vous allez comprendre avec moi, les amis, parmi ce qu'on avait commencé à faire ensemble avec vous il y a quelques jours passés, on avait premièrement déterminé le nombre de modes, comme je vous avais dit, donc comment est-ce que l'ingénieur peut calculer le nombre des modes. On avait vu ça ensemble avec vous. La tolérance aussi, on avait vu ça, ainsi que le nombre d'itérations. Mais seulement, vous allez comprendre que pendant la conversion, en fait, lorsqu'on avait fait la conversion des éléments, des éléments comme la charge permanente, ainsi que la charge d'exploitation, on avait converti ça en masse, ok? On avait utilisé ce qu'on appelle justement la masse globale. C'est ce que nous, on avait utilisé. C'était la masse globale, ok? C'était très important, juste pour vous montrer aussi la différence qui existe entre une masse globale, mais aussi ce qu'on appelle la masse sismique. Ok, ou la masse dynamique. Voilà. Donc, il y a une différence entre la masse globale et la masse dynamique. Ce qu'il faut comprendre, dans la masse globale, c'est-à-dire quoi? C'est comme si que vous prenez donc la globalité des sollicitations et afférentes justement sur la structure. Mais tandis que la masse dynamique, là, vous prenez seulement la partie dynamique de ces bâtiments, de ces projets. Ok, donc je crois que là, c'est clair. C'est ça en fait la différence, puisque la fois passée, on avait commencé d'abord par ça. Ok, puisque si déjà au début tout est clair, eh bien les amis, je peux tout simplement vous rassurer que vous n'aurez pas de soucis. Je le dis chaque fois, l'ingénieur dans le dimensionnement ne peut pas tâtonner, puisque vous le savez très bien, quand un ingénieur commet seulement une erreur, ça peut causer des ennuis terribles, très terribles. Alors, raison pour laquelle l'ingénieur est censé de bien faire les choses pour ne pas commettre deux erreurs. Ok? Donc, c'est ce que nous allons maintenant voir. Retenez seulement que la fois passée, on avait utilisé, pendant la conversion qu'on avait faite, c'était une conversion de masse globale. Ok? De masse globale. Donc, je savais, puisque j'avais même reçu une question de notre ami. Ok? Donc, il m'avait posé en fait la question de savoir, l'ingénieur, donc voilà, j'ai tellement aimé la vidéo, tout est bien, c'est bien détaillé, c'est clair, c'est parfait, c'est waouh, chouette. Mais seulement, sa préoccupation, c'était de savoir pourquoi, lors de la transformation de masse, on n'a pas tenu compte de la masse dynamique, mais nous avions plutôt tenu compte de la masse globale. Exactement, je savais qu'on allait arriver par là. Ok, donc la différence entre les deux masses, masse globale et masse dynamique, justement, c'est ce que je viens d'énumérer tout à l'heure. Et donc les amis, nous allons donc continuer. Maintenant, restez connectés. Abonnez-vous déjà massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jules Konga Tutoriel ainsi que Académie des logiciels d'ingénieurs pour ne pas rater tout ce que nous postons à ce qui concerne nos différentes formations. Si vous êtes prêts les amis, on y va.
chaîne Jules Konga Tutoriel et grandissons ensemble. Dans cette chaîne, nous décortiquons à plusieurs fois des séries de formations très importantes qui justement vont vous aider de devenir de plus en plus fort dans le calcul des structures, que ce soit à la main ou bien à travers des logiciels. Comme je l'ai dit au début de cette formation, les amis, nous allons enchaîner justement la partie 2. Ok, donc quand je dis 2, c'est par rapport à ce qu'on avait déjà vu. Nous allons continuer avec le titre parasismique. Mais pour aujourd'hui, nous allons voir d'abord le préalable avant de faire l'analyse sismique. Ok? C'est comme je l'avais dit au début, il faut savoir que ce qui vient en première position avant l'analyse sismique, c'est ce qu'on appelle l'analyse modale. Ok? Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? À partir d'ici, je peux directement donc refaire en fait ce qu'on avait fait pour quitter maintenant la masse globale, justement vers la masse dynamique. Ok? Je peux le faire à partir d'ici. Mais seulement, vous allez remarquer que dès que je le fais, il y aura des modifications même dans ce tableau. Par exemple, observez, vous allez voir seulement la fréquence, la période aussi. Voilà, donc c'est les deux vérifications qu'on avait faites la fois passée. Mais après ça, je pourrais vous rajouter également deux autres vérifications. Donc après l'analyse, donc 4 fréquences, nous allons vérifier la période et on verra également le 2 d'ici. Par exemple, voilà dans la masse totale ici, donc on verra 4 types de vérifications que je vais vous montrer tout à l'heure. Ok? Alors, avant ça, les amis, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord ici. Je vais d'abord entrer sur le projet. Je vais rentrer d'abord sur le projet. Justement, pourquoi je vais rentrer là-bas? C'est juste pour essayer un peu de vérifier d'abord le bâtiment, ok, dans son entièreté. Je dois me rassurer au moins que mes panneaux se comportent très bien. S'il faut changer le type de panneau, je le fais. Mais donc, la conversion de la masse dynamique. Voilà, je vais patienter là, je viens de cliquer sur Vie, afin de rentrer au débit de projet. Donc, je vais voir l'entièreté du bâtiment. Et donc, je clique là. Ok, je vais patienter là. Observez très bien ce qu'on aura, les amis. Et voilà, donc, déjà à ce niveau, vous allez voir que le bâtiment ne sera pas vraiment bien visible, d'autant plus que il y a déjà donc plusieurs sollicitations, voire même la masse, ok, convertie déjà est là. Bon, ce que moi je vais faire ici, en fait, j'ai la possibilité de cacher tout ce que vous voyez ici, ok, pour bien voir mes panneaux. Mais seulement, soit je peux le laisser, puisque ça a été déjà fait chez moi, mais je voulais juste vous montrer ce qu'il faut faire a priori. Ok, bon, maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, les amis, est que avant de faire une analyse sismique d'une structure, il faut d'abord commencer par l'analyse statique. Ok? Alors, pour notre cas, notre bâtiment, par exemple, pour notre bâtiment, bien sûr, on va donc s'intéresser pour les sollicitations dynamiques, ok? Ou plutôt, par exemple, à la sollicitation justement dynamique. Et pour bien faire ça, la première des choses à faire, c'est quoi? Il faudrait d'abord que le modèle de calcul de nos panneaux soit donc le modèle diaphragme. Ok, le modèle diaphragme, c'est beaucoup plus important. Pourquoi? Comme vous le savez, dans Robot Structural Analysis, il y a plusieurs types de modèles. Ok, des panneaux qu'on peut utiliser pendant la modélisation. Mais cette méthode, c'est beaucoup plus mieux. Ok, justement, puisque ça va vous aider. Ça va mieux se comporter par rapport à ce que nous allons appliquer comme masse dynamique. Ok? Donc, pour ce faire, là, on a la possibilité soit de changer. Alors, si vous voulez donc changer tout simplement, c'est là, donc c'est très simple. Il y a possibilité de faire ceci. Donc, vous venez par exemple ici. Ok, je vais seulement vous montrer puisque ça a été déjà fait chez moi. Vous prenez seulement, ok, donc l'option à partir d'ici. Ok, donc, ou carrément, je peux faire ceci. Au lieu de venir à partir d'ici, prendre encore l'épaisseur, je vais je viens d'abord là, je vais chercher d'abord un élément très important ici. Attendez, donc, comprenez que le bâtiment est tellement immense, raison pour laquelle des fois ça traîne. Vous voyez donc, là par exemple, vous avez généré les modèles des calculs. Deuxième option de maillage, modèle, ok, des calculs du panneau. Ok, modèle des calculs du panneau. Troisième ici, vous avez l'option du maillage. Et puis quatrième, ainsi de suite. Alors, ce qui m'intéresse ici pour moi,
je peux faire ceci. Je viens par exemple là, ok? Je prends le modèle des panneaux. Mais avant de prendre le modèle des panneaux, vous pouvez soit d'abord sélectionner donc tous les panneaux que vous voyez ici, vous sélectionnez ça par la méthode soit spéciale, ok? Par couleur. Vous venez ici, vous allez prendre maintenant modèle des calculs des panneaux, ok? Dès que vous cliquez sur modèle des calculs des panneaux, à partir d'ici maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, comme chez moi ici, j'ai cliqué, ok? Vous aurez maintenant la possibilité de changer, de faire un choix à partir d'ici. Ok, soit vous venez là, je prends directement plancher, ok, diaphragme, rigide. Ok, c'est ça ce que je prends. Alors, si vous voulez refaire ça ensemble avec moi, regardez ce que je dis. Il faut venir d'abord là, je vais chercher la sélection spéciale. Sélection spéciale est là, je prends sélection par couleur. Ok, je vais refaire ça ensemble avec vous, comme ça vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà, je vais patienter le temps que ça arrive jusqu'à la fin. Voilà, au fur et à mesure, nous allons évoluer, ça sera un tout petit peu, la machine sera un tout petit peu lente, comprenez, puisque ça dépend des projets, puisque nous sommes en train de traiter un grand bâtiment. Voilà, donc je prends panneau. À partir d'ici, maintenant, vous allez chercher tout simplement, donc l'épaisseur de vos panneaux ou de vos dalles. Alors, la première des choses ici, j'ai la dalle de la piscine. Ok, l'autre dalle de l'autre côté. Vous avez également la paillasse, donc je vais prendre ça, je prends également la paillasse. Et puis je descends. Voilà, là c'est voile, voilà c'est bon. Ça c'est pour les radiers je peux le laisser comme ça, donc je prends, voilà, tout ça. Ok, donc je clique maintenant de l'autre côté pour que ça soit au moins sélectionné. Voilà, une fois que c'est sélectionné, je viens là, je vais maintenant cocher, plancher, diaphragme rigide. C'est comme je viens de dire. Pourquoi ça? Justement parce que c'est un modèle qui concentre tout simplement la masse. Ok? La masse des centres de masse au centre des gravités justement du bâtiment. Puisque l'objectif c'est quoi? Il faut comprendre que la méthode que nous sommes en train de faire, c'est justement la conversion de la masse, la conversion de nos sollicitations, les charges permanentes ainsi que les charges d'exploitation, bien sûr en masse. Ok? La conversion bien sûr en masse dynamique. Donc, c'est fera de manière à ce que la méthode choisie ici, le plancher diaphragme rigide, d'autant plus que c'est meilleur. Pourquoi? Puisque ça va nous aider à concentrer justement la masse du centre des masses au centre de gravité du bâtiment. Ok? Du bâtiment. Donc, raison pour laquelle donc, je fais ces choix. Aussitôt pris, je viens là, j'applique. J'applique et puis je vais patienter. Je vais faire de mon mieux pour ne pas être rapide. Je vais aller progressivement pour que vous puissiez comprendre tout ce que je suis en train de faire, les amis. Ok? Puisqu'après cette étape, nous allons directement passer à l'analyse dynamique. Je réponds là, je suis en train de continuer tout simplement l'analyse modale. Mais pour cette fois-ci, maintenant, on fait la conversion justement de nos sollicitations en masse dynamique. Mais ce n'est plus maintenant en masse globale, mais c'est en masse dynamique. Cette opération peut porter des modifications. Je vais accepter, je clique sur OK. Voilà, je clique sur OK. Je vais patienter pour me rassurer que c'est bien fait. OK. Voilà, je patiente. OK, je vais patienter. Et donc, ce qu'il faut aussi comprendre, la méthode choisie ici, cette méthode en fait qui localise toutes les charges. OK. Bien sûr, la masse au centre de masse. Donc, c'est beaucoup plus important lorsque vous étudiez le cas d'un bâtiment, bien sûr, un bâtiment est dans une zone sismique. C'est beaucoup plus mieux de prendre ce type de plancher. Vous voyez, donc c'est très, très important. Là, c'est bon, je peux fermer déjà là. Je vais patienter le temps de fermer ça. Puisque déjà là, c'est bon. Voilà, je crois que c'est bon là. Voilà, donc jusque-là, je n'ai pas encore achevé justement l'analyse modale. Voilà, ça également, je peux fermer puisque je refuse que le projet soit trop encombré. Voilà, maintenant, je viens là, je vais rentrer maintenant sur l'analyse dynamique. Je rentre directement puisque tout a été déjà fait. Je rentre sur l'analyse dynamique. OK. Voilà. Alors, maintenant, voilà.
Alors, là, maintenant, je vois que la dernière option est toujours là. Ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Je suis obligé de refaire ça, donc de corriger, en fait, de changer, de quitter, en fait, la masse globale pour une masse dynamique. Donc, je suis obligé de venir d'abord ici. Je viens sur l'analyse. Je vais cliquer sur type d'analyse. OK, je clique sur type d'analyse. Voilà, tout est là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi, les amis? Eh bien, je viens d'abord ici sur masse. OK, je viens d'abord au niveau des masses. Puisque dès que je clique, je rentre sur type, vous allez voir que ce sont tout simplement nos sollicitations. OK, donc tout ce qu'on avait inséré déjà bien avant. OK, tout ce qu'on avait inséré. Vous voyez, dans le cas, par exemple, de mode Jinkunga tutoriel aussi est là. Vous voyez, Jinkunga tutoriel aussi est là. Maintenant, ce que moi je vais faire, c'est quoi? Regardez. Je peux soit, je viens d'abord ici, je vais supprimer d'abord. OK? Je vais enlever en fait le masque que vous voyez ici pour refaire ça. Et donc, je vais faire suppression. Je vais supprimer le tout. Vous voyez, c'est la masse globale. Comme je suis en train de dire. Là, vous avez la masse globale. Mais tandis que moi, je vais faire maintenant la masse dynamique. Donc, je vais quitter de la masse globale pour une masse dynamique. Donc, je suis obligé de supprimer le tout. OK, je vais refaire ça. Et après de deux, je vais rentrer sur type. Là, c'est bon, c'est parti. Je rentre sur type. Ici, également, pour ne pas avoir, en fait, double mode Jinkunga tutoriel, je vais refaire aussi, si je vais, par exemple, ça. OK? Je peux refaire ça si je vais. OK? Mais par contre, si je refuse, je peux soit le laisser et travailler seulement sur ça. Alors, moi, je vais l'enlever. Donc, je supprime. Je vais supprimer ça. Donc, je sélectionne ça d'abord et puis je fais supprimer. Non, non, je dois supprimer à partir d'ici. Je fais supprimer. OK, j'accepte, oui. Voilà, c'est parti. Donc, vous allez remarquer que même les tableaux aussi a disparu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais en fait refaire l'opération. OK? Donc, pour refaire, c'est très très simple. Alors, je vais faire quoi maintenant à partir d'ici? D'autant plus que je suis sur type d'analyse, donc je peux tout simplement cliquer sur nouveau. Je clique sur nouveau. Et à partir d'ici, maintenant, je peux insérer le nom d'abord du mode. OK, donc je viens là, je peux commencer par le nom du mode ou carrément, je peux évoluer. Mais moi, je pense que ça vaut la peine d'aller droit au but. Donc, je prends d'abord modèle. Quoi? Modal Jinkunga tutoriel. Comme on avait commencé, Jinkunga tutoriel. Voilà, Jinkunga tutoriel. Là, c'est bon. Et de deux, maintenant, le type d'analyse ici, c'est comme on avait commencé déjà avec vous, les amis. Vous allez voir que le type d'analyse, je n'ai pas de problème puisque je commence toujours par l'analyse modale. OK, donc là, c'est bon. Alors, je viens là, je vais cliquer sur OK. Je clique sur OK, je vais patienter. Voilà, je clique sur OK, je vais patienter. OK, donc déjà, vous allez remarquer ici qu'il vient d'insérer le nombre des modes. Il vient d'insérer le nombre des modes. OK, pourquoi? Puisque le nombre des modes n'a pas changé à ce qui me concerne. N'a pas changé. Puisque la fois passée, je vous avais montré comment calculer les modes. Je vous avais dit ceci en titre de rappel. Regardez ce que je vous avais dit, les amis. Je vous avais dit que le nombre des modes est calculé par cette formule. Donc, n mode doit être justement égal à 3 racine carrée de n. Voilà, c'est à travers cette formule que vous allez calculer le nombre des modes. OK? Et tandis que pour notre cas, on avait dit que le n ici, c'était égal à combien? C'était égal à 10 niveaux. C'était égal à 10 niveaux pour notre cas. Et donc, si je vais calculer le nombre des modes, on avait remplacé directement. Donc, cela arrive à dire quoi? Le n mode ici. On avait trouvé donc 3 racines carrées justement de 10. OK? Racine carrée de 10. Eh bien, on avait trouvé donc une valeur justement de 10 modes. C'était 9 points quelque chose. On avait arrondi donc à 10 modes. Donc, c'est les 10 que vous voyez ici. C'est les 10 modes que vous avez vus ici. OK? Donc, je pense que jusque-là, c'est bon. Vous voyez? Donc, là, je suis en train de patienter. Donc, c'est comme ça qu'on avait calculé dans le nombre des modes. OK? Donc, à ne pas confondre, puisque généralement, je vois d'autres personnes mettre le nombre de modes seulement sans pourtant vérifier. Oui, c'est vrai. C'est vrai que déjà, si vous avez plusieurs modes, ça fait de manière à ce que les calculs soient beaucoup plus rapides. OK? Pour limiter en fait le nombre d'erreurs. Mais il faut comprendre que la procédure, en fait, c'est ça.
Ok, donc là, c'était 10 modes. Il faut calculer le nombre des modes. Voilà, c'est les 10 modes qu'on avait trouvés. Voilà, donc c'était ça. Est-ce que c'est pas encore fini? Voilà, donc c'est bon. Maintenant, j'ai les 10 modes ici. C'est OK, non? Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je peux directement enchaîner, en fait, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? D'autant plus que le nombre des modes était déjà défini. On avait inséré aussi la tolérance. Et puis le nombre d'interactions. On avait pris, je crois, 40. Voilà, donc c'est comme je viens de dire tout à l'heure. Vous avez le nombre des modes 10. La tolérance, ici, on avait pris 0,0001. Pourquoi? Puisque on veut beaucoup plus avoir la précision. Quand c'est 0, c'est beaucoup plus important puisque ça vous rapproche vraiment de la réalité. Ok, donc c'est comme si vous refusez le nombre de tolérances en termes d'erreur. Le nombre d'itérations, on avait pris donc 40. Ok, là également, je n'ai pas de problème. Maintenant, il y a un point très capital à retenir ici. Ok? Alors, déjà, ce qui concerne, par exemple, la direction active de la masse, alors, je peux travailler suivant les 3 directions. Comme on avait fait dans le premier cas, on avait travaillé suivant la direction des X, Y ainsi que Z. OK? Mais cette fois-ci, je vais boycotter la direction des Z. Je vais travailler qu'avec X et Y. OK? Je vais travailler qu'avec X et Y. Z, je me dis, ça me porte paix. Je vais boycotter ça. Alors, et après aussi, il y a un élément très important à retenir ici, les amis. C'est à quel niveau? C'est justement sur l'option que vous voyez ici. L'option que vous voyez ici, là où c'est mentionné, négliger la densité. Vérifier justement, vérification de Stirm. Alors, cette option, cela veut dire quoi tout simplement? Il faut comprendre que l'option négliger la densité doit être cochée pour éviter justement à ce que le logiciel puisse prendre doublement le poids propre de la structure. Puisque vous allez comprendre que lorsqu'on était en train de calculer, par exemple, lorsque nous allons faire donc en fait la conversion de cette masse, donc ça dit le poids propre de la structure sera d'office déjà pris en compte. Alors si par contre que je laisse ça comme ça, sans pourtant que ça soit coché, ok, sans pourtant que ça soit coché, et donc ça va prendre doublement justement le poids propre de la structure. Ok, donc raison pour laquelle cette option négliger la densité doit être donc cochée. Alors là, je vais cocher ça. Je vais négliger ça pour que ça soit pris une seule fois. Ok? Alors, la rotation ici, je vais travailler avec quel type de rotation? Concentré, sans rotation. C'est bon? Je clique maintenant sur l'option, donc paramètres simplifiés. De l'autre côté ici, je peux également voir. Je commence d'abord avec donc l'analyse modale, donc je n'ai pas de problème. Méthode ici, je peux prendre soit la deuxième méthode, ok, la deuxième, tout comme aussi, bon, je vais prendre comme on avait travaillé, je prends seulement cette méthode ici, algorithme, ça me va, donc je vais travailler encore une fois de plus avec ça, tout comme je pouvais prendre première, voire même deuxième, ça dépend, mais moi je prends ça, ok. Alors, après ça maintenant, l'amortissement ici par rapport au béton, je vais prendre 0,04. Ok? 0,04, c'est bon déjà. Et après, je vais faire quoi? Alors, ici, calcul de l'amortissement d'après le PS 90. Il faut savoir que cette option doit être cochée seulement pour les structures mixtes. C'est-à-dire, si vous travaillez dans un bâtiment ou une structure mixte, c'est là où il faut cocher ça. Mais pour notre cas, ce n'est pas mixte, donc je refuse de les cocher. Donc, je vais venir directement ici, je clique sur OK directement pour confirmer ça. OK, donc c'est bon. Je pense que jusque-là, c'est très clair, les amis. Il n'y a pas des ennuis puisque tout est bien clair. Alors, maintenant, étant donné que cela est fait, cette fois-ci, maintenant, je vais faire la conversion. Comme j'avais dit, je vais faire la conversion maintenant de nos sollicitations à masse dynamique. Ce n'est pas à masse globale, mais maintenant à masse dynamique. OK? Alors, regardez maintenant ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut également retenir est que cette conversion va nous aider de bien faire l'analyse sismique aussi plus tard. C'est-à-dire, il faut convertir, ok? Donc, déclarer en fait les modes pour que tout soit déjà bien fait.
Je vais patienter d'abord ici. Voilà, donc je vais patienter puisque quand je clique ici, j'attends d'abord que d'autres éléments soient affichés ici. Je patiente. Voilà, donc là c'est bon. Maintenant, avant de faire ça les amis, j'aimerais dire d'abord un mot. C'est quoi d'abord la déclaration des modes? Il faut comprendre que la déclaration des modes nous permet tout simplement à convertir, ok? À convertir ou à faire la conversion justement des coûts qu'on a justement calculés, ok? Justement nos sollicitations, bien sûr, sollicitations permanentes ainsi que nos sollicitations d'exploitation à masse. Mais cette masse ne sera pas, cette fois-ci, ça ne sera pas la masse globale. Mais on le fera maintenant sous la masse dynamique. Ok? Alors, pour ce faire, c'est très très simple. Regardez comment il faut procéder. Je viens ici, je vais cliquer d'abord sur la masse. Ok? Je clique sur la masse. Alors, à partir d'ici, maintenant, je vais faire quoi? Je suis obligé d'abord de commencer par la conversion. Ça, le 10, je peux enlever. Je clique à côté là. Je vais commencer d'abord par les différentes charges permanentes. Les différentes charges permanentes que moi, je vais d'abord convertir et après, je ferai également pour la charge d'exploitation. Donc, à partir d'ici, je vais sélectionner. D'abord, je vais prendre le PP, c'est-à-dire les poids propres, sera pris. Je prends le revêtement, c'est une charge permanente. Je prends le cloisonnement. Je prends également ça. Mais seulement, attention. Attention, j'aimerais vous expliquer un truc. Le G ici, ok, c'est-à-dire quoi? Bon, la toiture ici, d'autant plus que la toiture que moi je suis en train d'utiliser ici, c'est une dalle, bien sûr, terrasse accessible. Ok, donc je vais enlever ça dans la charge permanente, donc ça sera donc calculé après. Pourquoi? C'est justement par rapport à la sollicitation. Ok? Bon, je vais d'abord vous expliquer un truc. Regardez. Comprenez que ici je suis en train de travailler avec donc l'Aerocode 8. L'Aerocode 8, c'est-à-dire quoi? À ce qui concerne mes différentes justement sollicitations, c'est comme j'avais expliqué la fois passée. Je vous avais expliqué comment on calcule dans les coefficients, les différents coefficients. Ok? Je vais prendre d'abord pour le premier cas. Le premier cas ici, je prends que le poids propre. Je prends ça, cloisonnement, et puis c'est tout. Voilà, et puis c'est tout. Ok, je pense que c'est tout là. Attendez, je dois vérifier bien. Ça, c'est l'exploitation, d'exploitation. Voilà, les poussées, je vais même boycotter ça. Voilà, donc ça, c'est bon. Je prends que pour ça, et puis je vais donc renvoyer ça de l'autre côté. J'envoie, donc ça sera de 1 à 3. Ok, c'est déjà renvoyé, et puis je ferme. Ok, je ferme. Alors, les coefficients que moi, je vais utiliser ici, ça sera donc le 1. Ça sera le 1. Ok? La fois passée, je vous avais montré comment calculer tout ça. Et donc, j'ajoute, premièrement, attention, je vais enlever, je supprime d'abord. J'allais commettre une erreur. Attendez, je vais rentrer encore là-bas, type d'analyse. Voilà, donc masse. Ok. J'allais commettre une erreur. Attendez, donc je vais enlever ça. Est-ce que vous avez vu l'erreur que j'allais commettre? Voilà, ça c'est de 1 à 3. Donc, je réponds l'opération. Ça, j'enlève. Ça sera nul. Je prends, voilà, dans les 3. Je vais envoyer les 3 là-bas. Voilà, j'allais commettre cette erreur. OK? Ici, je vais prendre cette fois-ci la masse dynamique. OK? Ce n'est plus la masse globale comme on avait fait. Je vais travailler avec la masse dynamique. OK? Et après, là, je viens, j'ajoute. Voilà, la masse dynamique est là. Je pense que c'est bon. OK? Alors, cependant, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Pour le deuxième cas. Pour le deuxième cas, les amis, regardez comment je vais procéder. La fois passée, je vous avais montré en fait comment calculer tout ça. Je vous avais montré comment calculer tout ça. Mais seulement, il faut savoir que je ne ferai pas vous montrer encore d'autres trucs pour éviter que je sois très très long. J'aimerais tout simplement vous expliquer que je suis en train d'utiliser, donc j'ai utilisé les gérocodes. Voilà, donc j'ai un dossier, ok, notamment appelé les gérocodes, donc de 1 à 9. Donc j'ai tous les gérocodes, vous voyez, Aerocode 0, Aerocode 1, Aerocode 2, Aerocode 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc tout est là. Ok, donc si vous avez besoin de tous ces documents, écrivez-moi inbox.
Comme ça, je vais vous envoyer ça. Écrivez-moi, c'est beaucoup plus mieux via mon Gmail. Comme ça, je vais compresser, je vous envoie directement. Voilà, donc je suis en train de travailler avec l'Aerocode 8. Vous voyez, donc Aerocode 8, résistant au cisaillement. OK? Ou au séisme. Donc, j'ouvre directement. À partir d'ici, vous avez, voilà ça par exemple pour le tout. Matériaux, résistance au séisme. Vous avez donc réservoir, canalisation, résistance au séisme. Voilà, donc tout est là. OK? Pour éviter que la vidéo soit très longue, donc tout est là. Je vais seulement mettre quelques éléments ici. Alors, ce qu'il faut comprendre seulement est que, à ce qui concerne le type d'action variable, voilà, donc, type d'action variable, selon bien sûr Aerocode 8. Voilà. Type d'action variable. Premièrement, les types d'actions sont classés suivant bien sûr donc leur catégorie. Le premier point, vous avez d'abord ce qu'on appelle dans les catégories. Voilà, donc c'est très important de signifier ça, les catégories des A à C. Voilà, catégorie des A à C. De l'autre côté ici, vous avez donc les étages. OK, pour les premiers cas, on nous dit que pour les catégories des A à C, pour les toits, c'est-à-dire pour les toitures, ou la toiture, pour les toits, il faut savoir que le phi est donné par une valeur de 1,0. Tandis que pour les étages à occupation carrelée, c'est-à-dire quoi? Étage à occupation. Voilà, donc je ne saurais pas bien écrire, donc notez s'il faut noter chez vous, en fonction de ce que je dis. Carrelé. Le phi, la valeur du phi dans le coefficient du phi, c'est un coefficient de 0,8. C'est-à-dire quoi? Les étages à occupation carrelée, ce sont des bâtiments de plan type, comme notre cas ici. Le bâtiment que nous sommes en train de traiter ici, c'est un bâtiment type. Ce sont des appartements. OK? Ce sont des appartements déjà à la partie, donc, dans sa partie supérieure. Et puis, troisièmement, vous avez ce qu'on appelle les étages à occupation indépendant. Les étages à occupation indépendant. Voilà. Là, maintenant, le coefficient de phi est donné par quelle valeur? La valeur, donc, est de 0,5. OK? Ça, c'est pour la première catégorie. Deuxième catégorie, vous avez ce qu'on appelle les catégories. Voilà, catégorie de 2 à F. OK? De 2 à F. Les catégories et archives. Voilà, et archives. Là, les coefficients donnés par défaut, les coefficients de phi, c'est 1. Donc, tout ça, c'est bien détaillé dans l'Aerocode, que je peux vous partager sans problème. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qu'il faut retenir maintenant, pour notre cas, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Pour notre cas, c'est qu'il faut comprendre que, dans le cas d'un bâtiment, OK, dans le cas d'un bâtiment comme, par exemple, les nôtres, dans le cas d'un bâtiment où vous avez les coefficients tels qu'ils sont donnés ici, OK, vous avez la valeur du phi. Dans le cas d'un bâtiment comme les nôtres, il faut savoir que la valeur ici, donc le 2i, doit être égal à 0,30. 0,30 justement pour les étages courants. OK? 0,30 pour les étages courants. Donc 0,30 pour étage courant. Je ne ferai pas bien écrit ici. Et aussi, les rho ici, pour notre cas, donc ça sera de 0,8. OK? Les 0,8 que vous voyez ici. OK? Et maintenant, au niveau de la toiture ici, on va utiliser tout simplement le 1. Égal bien sûr à 1. Voilà. OK? Alors maintenant, regardez comment je vais faire. Comment maintenant je peux calculer ça? Les 1, c'est justement pour les étages, pour les bâtiments ayant bien sûr une toiture. OK? Si par contre vous avez tenu compte de ça, une toiture accessible, donc ainsi de suite. Et c'est ce qu'il faut utiliser. Bon, pour notre cas ici, je vais utiliser également le 1 ici. Maintenant, nous allons essayer un peu de calculer ça rapidement. Comment maintenant il faut calculer ça? D'où, regardez, pour trouver maintenant les coefficients ici.
Ok, dans le cas de deux étages à occupation carrelée, tel que énuméré ici, et donc je suis obligé maintenant de multiplier la valeur du coefficient ici par le 0,30 que vous voyez ici. C'est-à-dire quoi? D'où j'aurai, au niveau des étages, donc j'aurai, donc pour les étages, le 0 donc sera égal également pour le E1, qui sera justement égal à la valeur de rho ici, donc 0,80 ou 0,8, 0,80, que je vais multiplier maintenant par la valeur de 0,30 ici, 0,30. Ok, que je peux calculer rapidement ensemble avec vous. On va essayer un peu de voir ce que ça va nous donner. C'est très très simple. C'est bien détaillé dans les recodes que je peux vous partager. Attendez, je vais patienter là. Je vais me rassurer que ma calculatrice fonctionne correctement. Et donc, j'aurai 0,80 que je vais multiplier maintenant par 0,30. Voilà, ça me donne 0,24. Donc là, j'ai une valeur de 0,24. Donc c'est ça le premier coefficient à utiliser. Donc le deuxième, après, bien sûr, le coefficient de 1. Ça, c'est ce que je vais utiliser au niveau des étages. OK? Et après, maintenant, je vais calculer aussi pour le E3, le E2 plutôt, à ce qui concerne justement donc, la toiture. Donc ici, maintenant, j'aurai quoi? Eh bien, je vais prendre maintenant la valeur de 1 ici, les rho 1, que je vais multiplier par 0,30. Ok, ici, ça va me donner seulement la valeur de 0,30. 0,30. Voilà, donc c'est pour dire quoi? Ça représente tout simplement les coefficients donc 2, c'est-à-dire je peux nommer par C2 0,24 que je vais utiliser ici. Et puis C3, ça sera 0,30 que je vais utiliser ici. Tandis que le C1 utilisé, c'était 1, c'est déjà utilisé. Ok? Je crois que c'est clair. Donc ça c'est ce qu'on a utilisé pour les charges. Ok? Ça, c'est pour les charges permanentes. Donc CP1, ça sera pour les charges d'exploitation 2. Et ça sera maintenant pour la toiture. Je vais rentrer rapidement ici. Maintenant, ça, je vais enlever. Je clique encore sur la conversion des cas. Je vais cette fois-ci prendre que mes sollicitations d'exploitation. Je viens là, je vais prendre d'abord la dalle d'habitation. Je prends l'escalier. Voilà, poussière de terre, ici, je vais poussière hydrostatique. Ça, je ne vais pas prendre ça, je vais le refuser. Ok, donc je prends également plancher d'ascenseur. Ok, donc je vais travailler qu'avec ça. Voilà, c'est bon, je travaille d'abord avec ça, c'est bon pour moi. Et bien, je vais maintenant renvoyer les 3 de l'autre côté, donc ça va faire de 5 à 10. Je ferme, de 5 à 10. Je viens ici, je vérifie, je suis toujours au niveau de la masse dynamique, donc c'est bon. Je viens maintenant au niveau des coefficients, je vérifie là, la valeur est de 0,24. Je vais insérer ça ici, donc j'aurai 0,24 comme coefficient. Je clique sur OK. OK, je clique sur OK. Et après là, je viens ajouter. OK. OK les amis, donc je viens directement les ajouter. Voilà, j'ajoute. Ça me donne directement ça. Vous voyez, ça me donne ça, donc c'est bon déjà pour moi. Alors, après maintenant, je vais faire quoi également? Étant donné que cela est donné, est déjà pris en compte, je vais rentrer là, je vais prendre maintenant, je vais enlever encore le 1. Je clique tout simplement à côté. Je vais chercher maintenant la toiture. Je prends maintenant pour la toiture, j'envoie de l'autre côté. Je ferme. Je vais insérer son coefficient, je crois que c'est 0,30. OK, tel qu'est donné par les recodes, 0,30. OK. Voilà, toujours masse dynamique. J'ajoute aussi. Voilà, donc ici, vous allez comprendre que j'ai tout inséré. Donc c'est pour dire qu'à ce niveau, je n'ai pas de problème puisque je viens d'insérer en tout cas les tout. OK, je viens d'insérer les tout. Donc j'ai respecté en fait tout ce qu'il fallait. Alors, maintenant, étant donné que cela est fait les amis, eh bien je peux encore une fois de plus vérifier un tout petit peu. Vérifier ce que je viens de faire. Est-ce que jusque là je n'ai pas d'erreur? Déjà au début, ensemble avec vous, on avait vu que on n'avait pas de problème à ce qui concerne le type d'analyse.
OK, le nombre des modes, c'était également bien défini. On n'avait pas considéré, en fait, on avait donc coché déjà négliger la densité, raison d'avoir la précision dans tout ce que nous sommes en train de faire. L'amortissement, on avait pris une valeur de 0,04 pour le béton, bien sûr. OK, alors là, je pense que c'est bon. Donc, étant donné que cela est bon, je peux rentrer maintenant au niveau de la masse. Et puis, je vais calculer. Voilà, pour calculer, c'est simple. Je lance les calculs à partir d'ici. Je clique maintenant sur calculer. Et puis, je vais patienter. Je vais voir ce que le logiciel va me donner. Voilà, ce n'est pas encore fini, donc je vais patienter encore. OK, donc je vais patienter jusqu'à la fin. Regardez ici, vous allez voir que c'est mentionné calcul dynamique. Et voilà, donc là, je viens de terminer. Donc, c'est très bien. Je n'ai pas de problème jusque-là. OK, vous voyez très bien la masse dynamique est là, donc c'est bien fait. Le tableau également avec tous les éléments nécessaires. Vous avez donc les données dans chaque colonne. OK, la fréquence, la période, ainsi de suite. Voilà, c'est pour dire que nous venons de terminer cette partie donc sans problème. Maintenant, après avoir calculé, regardez ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut savoir est que là, jusque-là, nous venons de calculer tout simplement. Nous venons de calculer, donc faire en fait ce qu'on appelle justement l'analyse modale. Mais néanmoins, rien ne rassure que l'analyse que nous venons de faire est correcte. OK, donc nous sommes obligés maintenant de passer à des vérifications que nous allons faire ensemble avec vous. Cette fois-ci, je vais vous montrer 4 types de vérifications à faire. 4 types de vérifications. On verra ça tout à l'heure dans la seconde partie. Merci de votre disponibilité, les amis. Passez une excellente journée. Au revoir.